Bonsoir mes amis, j'espère que le son de la pluie ne vous dérange pas trop. Peut-être même qu'il est relaxant dans un contexte où on parle de choses assez, assez abominables quand même, pas joyeuses. Alors, vous savez, j'ai vu un truc dans la situation actuelle avec la Russie qui m'a inquiété, qui m'a vraiment inquiété. Vous serez surpris, c'est même pas le nucléaire, parce que le nucléaire a un avantage énorme, c'est que s'il n'y a pas de guerre nucléaire, ça ne sert à rien de s'inquiéter, on n'aura peut-être pas lieu. Et s'il y a une guerre nucléaire, ça ne sert à rien de s'inquiéter non plus, hein, parce qu'on ne sera même pas là pour nous inquiéter. Cela dit, il y a une histoire au passage, vous savez, ce côté africain, je viens vous parler d'un truc, et puis je vous parle de 10 trucs au passage, des fois je parle même pas du truc qui, à la base, a justifié ma vidéo. En tout cas, je voulais vous dire un truc. Vous savez, j'avais lu l'histoire de quelqu'un qui avait un livre, j'ai lu il y a longtemps, je crois que ça s'appelait le gars s'appelait Robert Charroux, qui maintenait une théorie très intéressante. Il disait que par rapport à l'énergie nucléaire, vous savez, ou le nucléaire, cette force-là, les humains ne l'ont pas inventée, ils l'ont découverte. Ça existe dans la nature, ça existe depuis toujours. Ils ont juste découvert comment l'utiliser, comment le domestiquer plus ou moins, et puis potentiellement l'utiliser même les uns contre les autres. Alors il disait que les humains se développent à tel point qu'un jour, ils atteignent un certain degré de sophistication dans les sciences, dans les métiers, dans la technologie, et ils découvrent le nucléaire. Et à partir de là, ils signent leur arrêt de mort. À partir de là, ils vont évoluer doucement vers une société de plus en plus nucléarisée. Et puis tôt ou tard, hein, la loi de Murphy étant ce qu'elle est, tôt ou tard, soit ils ont un gros accident, soit ils s'attaquent les uns les autres, et bam, tout le monde disparaît, excepté quelques personnes qui étaient planquées dans des grottes, qui commenceront à, avec leurs souvenirs vacillants avec le temps et au fil des générations, qui commenceront à dessiner des fois des formes qui rappellent un avion ou qui rappellent une navette spatiale ou autre. Ils veulent, peut-être par cet art naïf, ils veulent nous communiquer quelque chose. Ils veulent nous dire qu'ils ont connu un monde où il y avait tout ça. Mais par la suite, on ne saura plus où est la réalité, où est la légende, et puis voilà. Et puis on arrive nous, et puis on va explorer les cavernes ou les grottes, et on va trouver, on dit bah l'homme il a commencé à vivre dans les cavernes, et regarde, il a dessiné un truc, on dirait presque un Airbus. Vous voyez, en fait oui, c'était ça. C'était ça. Donc, c'était juste un passage sur le nucléaire pour vous dire pourquoi ça ne m'inquiète pas à ce stade encore. Maintenant, je voulais vous dire un truc qui m'a vraiment inquiété. Vous savez, il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo où j'avais évoqué la situation et j'avais dit que l'Ukraine, c'est une sorte d'Afghanistan 2.0. Je disais ça parce que, tout simplement en référence à cette période de l'histoire où la Russie, l'URSS à l'époque, et les États-Unis se sont affrontés sur une terre qui n'avait rien à voir ni avec l'un ni avec l'autre, qu'on appelait l'Afghanistan, et les Russes donc arrivaient avec leurs forces et leurs hélicos et tout ça, et puis les Américains finançaient ce qu'on appelait à l'époque les Moudjahidines. Les Moudjahidines avaient très bonne presse, mes amis. Vous savez, les Moudjahidines étaient reçus à la Maison Blanche. Les Moudjahidines étaient, même la NASA, je vous l'ai dit, même la NASA, elle a envoyé une mission dans l'espace en l'honneur des Moudjahidines. C'est bien plus tard, quand les Moudjahidines se sont retournés contre les Occidentaux, qu'ils sont devenus des talibans, ils sont devenus des terroristes, n'est-ce pas? Mais c'est cette dualité qu'on va retrouver. Alors bon, vous allez me dire, oui, mais c'est l'histoire ancienne, ton histoire de Moudjahidine, tout ça. Oui, c'est vrai. Le terrorisme qui a frappé après au Maghreb, puis par ricochet, qui a rebondi en Europe. Vous savez, les histoires de ce qu'on a connu, la promenade de Nice, le, le Bataclan, et même ces histoires passées de Khaled Kelkal et autres, et ces écoles juives, Mera, tout ça, tout ce qu'on a connu, si vous voulez, en Europe et en France, finalement, si vous regardez dans ses racines et vous le remontez, vous allez voir, ce n'est qu'un variant, pour utiliser un mot à la mode, ce n'est qu'un variant de ce qu'on a vu, ce qu'on a connu en Afghanistan. C'est là où le djihadisme, on va dire moderne, le djihadisme a toujours existé, mais le djihadisme moderne, si vous voulez, dans sa version contemporaine, a été justement créé au niveau de cette guerre d'Afghanistan. Alors voilà maintenant ce que je cherche à vous dire. Et là, c'est terrible.
J'ai vu une image, je vais vous mettre le lien, hein, je vais mettre le lien YouTube dans le descriptif de la vidéo. Et vous savez quoi? Un islamiste avec une caméra, avec des journalistes, caméra sur l'épaule, ça pue la mise en scène l'histoire, va à l'ambassade d'Ukraine, à Londres, et il leur dit, voilà, je vais parler à quelqu'un, et il explique qu'il veut se battre, il parle d'une sorte de légion, machin, et puis le gars de l'ambassade prend ses coordonnées et lui dit, on vous contactera. Vous savez un truc, les islamistes n'ont pas digéré l'Afghanistan. Il y a deux choses avec la Russie qui n'ont pas digéré. Dès que vous parlez avec des islamistes radicaux, assez rapidement, il y a deux choses qui reviennent sur la table. Premièrement, ils n'ont pas digéré l'Afghanistan. Deuxièmement, ils n'ont pas digéré la Tchétchénie. Les islamistes ont toujours eu, à travers l'histoire, la digestion lourde. Ils n'ont même pas digéré qu'on les ait virés d'Espagne. Ils n'ont même pas digéré des trucs qui sont arrivés il y a 1400 ans. Avec eux, le temps s'arrête. Quand il s'agit de grief, quand il s'agit de vengeance, le temps n'a plus de valeur. Quelque chose qui est arrivé il y a 900 ans, c'est exactement comme si elle était arrivée hier. Donc, c'est pour ça que, quelque part, il suffit de les encourager un petit peu et ils vont s'attaquer à la Russie. Donc aujourd'hui, on voit de la part de Londres, et on verra probablement de la part d'autres pays, on va voir une sorte de réactivation du djihad, finance, couverture médiatique positive et tout ça, pour avoir du djihadiste sur pied qui ira où? Qui ira sur le théâtre ukrainien. Une partie ne reviendront jamais, d'autres reviendront. C'est cela le problème. Ce qu'on appelait en Algérie les revenants. Ceux qui reviendront seront plus radicalisés encore, plus haineux, aguerris au combat, à la guérilla urbaine, au maniement des armes, auront fait des réseaux. Et good luck, bonne chance. D'accord? Ça signifie que, peu importe comment l'histoire avec la Russie se termine, ce qui est en train de se passer va nourrir le terrorisme en Europe sur les prochaines 20 ou 30 ans encore. L'Union européenne est en train d'envoyer des armes. Une bonne partie de ces armes va refluer vers les cités, vers les quartiers, vers tout ça. Et voilà, c'est toujours cette vision court-termiste. Moi, je crois que le djihadisme n'est pas là pour partir. Il est là pour vivre, pour être là avec nous. Le terrorisme n'est pas là pour partir parce qu'il est financé, il est instrumentalisé par les régimes et les pouvoirs occidentaux. Voilà un petit peu ce qui m'inquiète. Qu'aucune leçon de l'histoire n'a été tirée et on va repartir encore. Enfin, vous savez, quelque part, Poutine, il a été extrêmement malin sur ce coup-ci parce que il aurait pu attaquer parce que l'histoire de l'Ukraine date pas d'hier, hein, ça fait bien 7-8 ans qu'il y a des histoires louches qui se passent dans le coin. Il n'a pas eu besoin d'attendre 2022 pour frapper. Pourquoi maintenant? Le calendrier est très intéressant. Si vous regardez, il a observé les Occidentaux qui, pendant 2 ans, ont massacré leur économie, ont détruit leurs infrastructures, détruit leurs hôpitaux, endetté leur peuple, démoralisé leur peuple. Et ils ont tout, ça signifie qu'il a attendu vraiment où les pays, on va dire, les États-Unis, le Canada, les pays d'Europe de l'Ouest et l'Europe centrale, il a attendu vraiment qu'ils passent au creux de la vague sur le plan civilisationnel. Ça signifie vraiment ces pays, pendant 2 ans, ils ont craché sur ces principes. Ils donnaient cette impression que ces principes leur étaient chers, un certain nombre de principes d'éthique, de dignité humaine, de respect de droits humains. Ils ont tout balayé. Littéralement, l'humain allant chez juste sa maman pouvait finir avec les flics. Quelqu'un rencontrant un ami chez lui pouvait finir avec les flics. Quelqu'un qui ouvre son gagne-pain, son magasin, pouvait finir en prison, pouvait finir arrêté, pouvait finir avec des menottes. Ils ont fait des trucs absolument abominables. Donc, sur le plan, on va dire, pratiquement spirituel, mais il y a beaucoup de plans là-dessus. Sur le plan civilisationnel. Ils sont dans le caniveau. Il a attendu le moment où ils sont dans le caniveau, il frappe. D'accord? Là, la France veut chercher, avec son Macron, elle veut y aller, manu militari. Vous avez combien d'hôpitaux en France? Il y a combien d'hôpitaux en France? D'accord?
Est-ce que vous êtes capable de recevoir les blessés d'une guerre? Hein, si vous avez un train qui revient, là, si vous avez toutes les 2 heures un train qui revient plein de gens, hein, est-ce que vous avez la capacité? Les, 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 les lits d'hôpitaux ont été fermés, des investissements massifs ont eu lieu à travers les âges dans les hôpitaux, on a viré du personnel médical, on a détruit l'hôpital, et maintenant on va aller faire la guerre. Et je ne parle même pas de l'état de l'armée, je ne suis même pas sûr que l'armée française soit capable de gérer une banlieue si demain une banlieue se soulevait. Alors aller gérer l'histoire en Ukraine, ça n'a strictement aucun sens. Enfin voilà mes amis, c'était juste quelque chose que je voulais partager avec vous. Et puis je reviens quand je reviens, quoi. À très bientôt. J'aime bien le bruit de la pluie.